Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous parle du travail domestique. Mais pourquoi parler du travail domestique en philosophie? Certains pourraient voir là un sujet annexe, plutôt de l'ordre économique ou sociologique. On va voir que c'est un thème qui soulève de nombreux problèmes de philosophie politique, liés à la critique de l'organisation du travail capitaliste, de philosophie morale, liée à la valorisation ou dévalorisation sociale de ces activités ménagères et de soins, et même des problèmes épistémologiques, puisqu'on va parler d'une question cruciale dans les sciences humaines comme en philosophie politique, la difficulté à déterminer qui est le plus légitime à décrire un peuple, une communauté, un groupe religieux, ethnique ou genré. Qui peut parler pour toutes les femmes? Et faut-il être une femme pour participer à ces discussions? Si vous n'êtes pas sensible à ces questions, passez votre chemin dès à présent, plutôt que de vous défouler en commentaires haineux. Et pour les autres, entrons dans le vif du sujet. Le travail domestique, c'est toutes ces tâches d'entretien du foyer et d'éducation des enfants, souvent faites par les femmes, qui profitent à la fois au mari, qui se dispense de les faire, et au capitalisme, qui voit ses forces de travail reproduites gratuitement. De nombreux mouvements de reconnaissance entourent désormais ces activités. Mais précisément, doit-on dire que le travail domestique est au service des hommes ou bien au service du capitalisme? Si l'un ou l'autre en bénéficie, devrait-il le compenser ou le rétribuer par une valorisation symbolique, économique ou une meilleure répartition de ces tâches? Si l'on veut lutter contre l'imposition du travail domestique aux femmes, faut-il simplement éduquer les hommes ou bien plus radicalement se débarrasser du capitalisme qui profiterait de ces inégalités patriarcales? Ces deux pistes pour lutter contre l'inégalité dans la répartition du travail domestique, soit du côté de l'éducation des hommes, soit du côté d'une réorganisation du travail, structurent les débats féministes depuis les années 60, et notamment celui entre Silvia Federici et Christine Delphi, qu'on présentera plus précisément dans le 3e épisode de cette série, après quelques rappels aujourd'hui sur le travail domestique en lui-même et ses valorisations et dévalorisations dans l'histoire féministe, avec le débat entre Simone de Beauvoir et Bell Hooks. L'abandon du travail domestique par les femmes et leur entrée dans le monde professionnel est-il le seul moyen de leur épanouissement? Ou pourrait-on envisager que les hommes comme les femmes prennent plaisir à ces tâches domestiques, voire soient rémunérés pour elles? Le travail domestique est un concept utilisé par les mouvements féministes depuis les années 60 pour faire reconnaître les tâches domestiques comme du travail. Entretien du foyer, éducation des enfants, courses, cuisine, ménage, bricolage et soins aux animaux de compagnie. Le terme « travail » désigne les activités réalisées avec effort, qui n'ont rien de naturel ou de spontané, et ayant une utilité sociale indispensable. Le but de l'utilisation de ce concept est de dévoiler qu'il n'y a pas que les hommes qui travaillent en dehors de la maison. Ainsi, dans les années 50 et 60, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie ou en Espagne, beaucoup de femmes restaient au foyer, surtout dans les classes aisées et moyennes blanches. Mais on ne peut dire qu'elles se tournaient les pouces. On propose de faire une grève pour que les femmes se rendent compte de ce qui se passerait si elles s'arrêtaient. Et si je m'arrêtais de m'occuper de mon mari, et si je m'arrêtais de travailler, comme certaines femmes le font, 15-16 heures par jour entre le travail à l'industrie, au bureau et le travail à la maison, qu'est-ce qui se passerait? Qu'elles prennent conscience qu'elles ont un pouvoir, que nous avons un pouvoir. Elles travaillaient aussi, même si elles n'en avaient pas conscience, parce qu'elles pensaient souvent qu'elles accomplissaient leurs devoirs de femmes ou des tâches naturellement féminines. Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre, et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. On dit aujourd'hui que les femmes dans cette situation effectuent un travail reproductif, par différence avec le travail productif des hommes qui produit directement de la valeur économique. Le travail reproductif est hors du marché économique, mais il reproduit et entretient la force de travail dont le marché économique a ensuite besoin, aussi bien la force de travail des hommes actuels que leurs enfants qui les remplaceront ensuite. Revendication simple, on dit les femmes sont 3 fois productrices, elles produisent des enfants, elles font le travail domestique, elles font un travail salarié. Et sur ces 3 productions, il y en a 2 qui ne sont pas reconnues, la production d'enfants et le travail domestique. Ce travail féminin est donc à la fois nécessaire aux hommes pour reproduire leur propre force de travail et pour acquérir leur salaire, et au marché économique capitaliste pour reproduire des travailleurs. Selon l'INSEE, les Français, les Françaises surtout, ont consacré en 2010 en moyenne 3 heures par jour à des tâches domestiques, soit environ 60 milliards d'heures. Si on la rémunérait au SMIC, cette activité produirait l'équivalent d'un tiers du PIB. On distingue alors 3 périmètres du travail domestique, d'après 3 critères. Être productif, non rémunéré et pouvoir être délégué à quelqu'un d'autre. Le périmètre 1, c'est le cœur des activités domestiques. La cuisine, le ménage, le soin des enfants, l'entretien du linge et la gestion familiale. Chaque Français y consacre 2 heures et 7 minutes par jour, soit 15 heures par semaine.
Le périmètre 2 correspond à l'ajout des courses, du jardinage, du bricolage et les jeux avec les enfants, ce qui correspond à 3 heures par jour et 21 heures par semaine. Le périmètre 3 s'élargit aux déplacements en voiture ou aux promenades avec les animaux, soit 4 heures par jour. En 2010, les Français consacrent en moyenne 765 heures au cœur des tâches domestiques. 217 heures à la cuisine, 199 heures au ménage, 118 heures aux soins matériels des enfants, 69 heures à l'entretien du linge, 129 heures passées à faire des courses, 74 heures de bricolage, 63 heures de jardinage et 253 heures par an de trajet en voiture. En 2010, cela représente entre 42 et 77 milliards d'heures de travail domestique, soit plus que les 38 milliards d'heures rémunérées sur la même période. C'est pourquoi l'INSEE dit que le temps de travail domestique est donc au minimum égal au temps de travail rémunéré. C'est pourquoi on peut avoir l'impression que le travail domestique est l'envers égal du travail rémunéré et qu'il permet à l'économie de tourner. Mais avec les différents périmètres, on voit déjà que la délimitation de ce qu'est du travail n'est pas claire. Les tâches délégables dépendent de 1000 facteurs historiques, politiques, sociaux, relatifs à l'économie de marché et à la culture. Il y a quelques décennies, on n'envisageait pas de payer quelqu'un pour promener son chien et on ne confiait pas les personnes âgées à des professionnels du soin dans des EHPAD. Ce qui est sûr, c'est que certaines tâches sont impossibles à déléguer d'un point de vue matériel. Dormir, manger, se reproduire... Elles ne peuvent en aucun cas être du travail. Mais est-ce parce qu'on peut les déléguer que des activités se changent tout d'un coup en travail ? Ce n'est pas parce que nous pourrions nous faire couper les cheveux ou vernir les ongles par des professionnels que quand nous le faisons, nous travaillons. Certaines tâches comme la cuisine, le jardinage et le soin des animaux domestiques sont considérées comme du travail parce qu'elles produisent quelque chose, mais ce sont des loisirs réalisés pour eux-mêmes auxquels on consacre volontiers du temps et donc qu'on ne voudrait pas déléguer. Cela a-t-il du sens de les considérer comme du travail ? Même si nous pouvons confier nos enfants à des babysitters, faut-il considérer que les conversations et les jeux avec des enfants sont du travail domestique ? Considérons que le terme « travail » désigne les tâches suivantes, celles qui ne sont pas faites spontanément ou naturellement, comme on pourrait le croire, et qui sont pénibles, fatigantes et très prenantes. En plus de ces activités objectivables, qu'on reconnaît quand on les voit, le travail domestique, c'est aussi des phénomènes invisibles. La charge mentale et la charge émotionnelle, si bien décrites par la BDiste Emma et dont on parlera dans notre 5e épisode. Ce sont tous ces moments où on planifie les tâches à faire, où on pense à la vaisselle et au linge à ranger en regardant Netflix, sans que l'INSEE ne soit au courant de ce qui se passe dans la tête. Donc le travail domestique semble difficile à délimiter précisément et c'est justement son principal problème. Comme il n'y a jamais de panneau précis disant « je suis en plein travail domestique », certaines tâches qui relèvent du travail domestique, comme nourrir les enfants, les emmener en balade, sont considérées comme des activités que la femme ferait naturellement. Pourquoi cela ? Son travail, moi je trouve que dès qu'il a fini ceci, il doit rentrer à la maison, mais il ne peut rien faire, ce n'est pas son rôle de s'occuper du ménage ou des enfants. Il doit trouver le ménage fait, le repas tout prêt, trouver un foyer calme en rentrant. Les femmes se consacrent davantage au travail domestique que les hommes. Derrière les moyennes que nous avons citées sur l'ensemble de la population âgée de 11 ans et plus, il faut prendre en compte les variables de l'âge, du genre, du fait de vivre en couple et du type de couple, ainsi que le nombre d'enfants par ménage. Une femme en couple et avec des enfants passe 28 heures par semaine à des tâches domestiques, contre 10 heures pour son conjoint. Mais célibataire et seule, une femme passe 16 heures par semaine à des tâches domestiques, contre 11 heures pour un homme. On a l'impression qu'en passant en couple, l'homme en fait moins qu'il n'en ferait tout seul, mais que, même en étant seul, il en fait moins que la femme. Différence qui ne s'explique pas par les tâches que l'homme délèguerait à sa femme. Dès lors, pourquoi cette différence ? Peut-on vraiment dire que les hommes profitent des femmes pour réaliser les tâches ménagères, alors qu'en solitaire, les femmes en font déjà plus ? Sont-elles alors responsables de cette perte de temps et d'énergie qu'elles déplorent ? On pourrait expliquer cette différence par la socialisation des femmes. Avec l'image de la femme au foyer fait du logis, les représentations sociales font croire aux femmes qu'elles doivent, pour être de vraies femmes, maintenir leur cocon dans un état impeccable. Sinon, elles sont crates comme des mecs. En principe, moi je préférais que la femme mariée reste chez elle. Il y a déjà beaucoup de travail à faire dans une maison. S'occuper du ménage, des enfants, la popote, enfin tout, la lessive, c'est un boulot immense. Est-ce que vous croyez qu'un mari dans le ménage, ça doit faire la vaisselle, Non, je ne pense pas. laver le linge des enfants ? Non, je pense que ce rôle est attribué plutôt à la femme. Vous pensez pas que dans une famille, on pourrait partager les rôles comme ça ? Les rôles pourraient se partager, mais vraiment, un homme n'est pas destiné pour faire la lessive et la vaisselle. Il est donc possible que les femmes passent plus de temps dans les tâches domestiques, même sans conjoint pour leur demander explicitement,
simplement parce qu'elles ont été habituées à croire qu'elles doivent bien le faire, d'après des exigences de propreté et de confort inculquées par les représentations sociales. Et la femme, elle doit pas être travailleuse? Si, pour le ménage. Ah bon, les femmes? Les hommes sont au travail et puis les femmes sont au foyer. Ah oui. Les courses aussi. J'aime pas travailler le soir. Tu pas travailler, alors ça sera ta femme qui fera le travail ménager? Non, parce que je crois qu'elle l'aura fait pendant la journée. Avant ton travail, qu'est-ce que tu feras? Le matin, Oui. ménage, Et puis en rentrant de ton travail, qu'est-ce que tu feras? les courses, Tu feras les courses. Et après, manger, tu feras manger. Et après le dîner, la vaisselle. la vaisselle. C'est exactement ce que décrit le deuxième sexe, où Beauvoir étudie les représentations sociales qui façonnent la femme de son époque en lui dictant ses normes de comportement. Elle montre que le travail domestique est considéré comme la responsabilité de la femme au foyer, qui est jugée sur l'entretien de son foyer. Mais il constitue des tâches répétitives et fatigantes qui ne créent pas d'œuvre durable, parce qu'elles doivent au contraire être sans cesse recommencées pour maintenir la propreté. C'est un travail invisible qui ne se remarque que quand il n'est pas fait, parce qu'on se dit alors qu'il faut le faire. Un homme, ça demande quand même un grand entretien, hein. Parce que dans le temps, vous savez, il fallait beaucoup raccommoder, on n'achetait pas comme ça. Tandis que le mari peut se réaliser intellectuellement dans son métier en dehors de la maison, la femme au foyer n'a pas de lieu d'épanouissement personnel dont elle peut vraiment être fière, même si elle peut être fière de sa cuisine, de sa décoration d'intérieur et de ses goûts, mais ce n'est souvent pas une réalisation personnelle qui porte la marque de son autrice. C'est au mieux une application des conseils de magazine et très rarement des espaces de création vraiment personnels. Dès lors, la femme au foyer projette ses rêves d'épanouissement dans la carrière de son mari ou dans l'avenir de ses enfants, sans perspective propre pour elle. Pour Beauvoir, le vrai moyen d'émancipation des femmes et de réalisation personnelle, c'est d'acquérir les mêmes droits que les hommes et les mêmes lieux d'émancipation, avec l'usage de la contraception qui permet de maîtriser son corps et avec l'accès au monde du travail, condition d'une indépendance économique et d'une potentielle réalisation individuelle dans son emploi. Je pense qu'il faudrait que les hommes prennent part aux soins du ménage et à l'éducation des enfants exactement de la même manière que la femme. Il faudrait qu'ils partagent toutes les tâches. Et il faudrait également que l'homme renonce à l'autorité qu'il prétend exercer sur la femme. Et je crois que cette tyrannie s'exerce aussi bien dans la classe ouvrière que dans la classe petite bourgeoise ou dans la classe bourgeoise. C'est très répandu. Et la femme de son côté, on l'a tellement persuadée qu'être une vraie femme, c'était justement laisser le mari travailler, très souvent la femme l'accepte. Quelquefois elle est divisée. Et puis également on lui donne tellement mauvaise conscience si elle veut la faire travailler et avoir son foyer et ses enfants, que ça devient très souvent très difficile pour elle. Encore que ce soit loin d'être impossible, mais enfin on lui donne mauvaise conscience, on lui dit qu'elle n'est pas assez avec ses enfants, qu'elle n'est pas assez à la maison. Et donc elle accepte. Pour moi, l'essentiel, quelles que soient les difficultés, c'est d'avoir l'indépendance économique. Même si elles doivent le payer assez cher, et je sais qu'on leur fait payer très cher, puisque précisément on leur imposera en même temps d'avoir le soin de leur intérieur. Mais c'est la première condition pour avoir une indépendance intérieure aussi. Et là, je veux dire une indépendance morale, mentale. Parce que sans ça, elles sont obligées de penser sur la manière dont elles vivent. C'est-à-dire elles sont obligées d'avoir les idées de leur mari, de se soumettre aux caprices, aux désirs de leur mari, etc., etc. Elles sont obligées de rester avec leur mari, même quand elles ne tiennent plus à lui, ce qui est une situation vraiment qui n'est pas plus digne d'éloge que la prostitution proprement dite. Vraiment une femme qui reste avec son mari uniquement pour l'argent, parce qu'elle n'a pas les moyens de gagner sa vie elle-même, c'est une femme qui a abdiqué vraiment sa valeur et sa dignité d'être humain. L'émancipation est donc à penser hors du foyer, sur le marché du travail, et le travail domestique n'est qu'un frein à cette émancipation. Mais n'est-ce pas là une idéalisation du monde du travail et un dénigrement des tâches domestiques un peu biaisé, typique d'une femme éduquée qui a envie de travailler comme les hommes et qui a peur de s'ennuyer au foyer? Beauvoir juge ces représentations culturelles étouffantes pour les femmes parce qu'elle ne voit pas de perspective d'épanouissement personnel dans les tâches domestiques, et qu'elle valorise au contraire le monde du travail comme lieu de libération. Mais pouvoir ne pas travailler et s'ennuyer au foyer, c'est un luxe que de nombreuses femmes n'ont pas, surtout les femmes racisées et pauvres qui ont toujours dû travailler. C'est ce que lui reproche notamment Bell Hooks, féministe américaine, représentante du Black Feminism, qui veut inclure les problèmes spécifiques des femmes noires dans les luttes féministes qu'elle juge trop captées jusqu'alors par les féministes blanches bourgeoises. Well, in Killing Rage, I try to talk about the fact that black women have questioned feminism because of our recognition that race is always a factor. So there's been a calling attention to racism within the women's movement, particularly the racism of privileged class women who were saying, you know, we're victimized because of certain issues that black women did not see as an occasion for victimization. Did it put black women against white women then? Yes, I think the core reformist-based feminist movement very much pitted
black women against white women by the fact that the discourses of women of color and black women were left out. For example, early on, a major thesis of feminism was women need to get out into the workforce. Right. Well, masses of black women were already into the workforce and weren't liberated. Masses of poor women were already out of the workforce. And that kind of work, who is it liberating for? So there was a real distinction between those women Betty Friedan was describing as sitting at home, many of whom were well educated and weren't doing anything, and those masses of women who were in factories, who were, cleaning people's homes, who did not see work as central to liberation and who were in fact fantasizing about the days of their lives when they wouldn't have to work. So there's a chapter in Killing Rage about black and white female relations where I say, until our relationships improve, until black women and white women understand each other better, there will not be an end to racism in this society. Bell Hooks montre que les femmes noires aux États-Unis ont toujours travaillé hors du foyer, sans que ce soit ni choisi, ni gage d'indépendance économique, étant donné qu'elles y étaient forcées par l'esclavage, puis forcées par des conditions économiques difficiles. Pour les femmes noires, le travail hors du foyer est le lieu de l'exploitation, de l'abus des maîtres et de l'expérience du racisme, et non de la libération et de l'épanouissement personnel. A l'inverse, le foyer n'est pas une prison d'ennui, mais au contraire le seul lieu de repos où peut se déployer l'amour d'une famille et le lieu où elles subissent le moins d'oppression. Ainsi, elle écrit « Dans les débuts du mouvement de libération des femmes contemporains, les analyses féministes de la maternité reflétaient les préjugés de race et de classe des participantes. Des femmes blanches de la classe moyenne ayant suivi des études supérieures défendaient l'idée que la maternité constituait un obstacle majeur à l'émancipation des femmes, que c'était un piège qui confinait les femmes à la maison, entravées par le ménage, la cuisine et l'éducation des enfants. Certaines d'entre elles considéraient tout bonnement la maternité et l'éducation des enfants comme le cœur de l'oppression des femmes. Si les femmes noires avaient exprimé leur vision de la maternité, celle-ci n'aurait pas été désignée comme un obstacle majeur à notre liberté en tant que femmes. Le racisme, le manque de travail, le manque de qualification et d'éducation, et un bon nombre d'autres problèmes auraient été placés en haut de liste, mais pas la maternité. Les femmes noires n'auraient jamais dit que c'était la maternité qui nous empêchait d'entrer dans le monde du travail rémunéré, parce que nous avons toujours travaillé. Depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, les femmes noires états-uniennes ont travaillé en dehors du foyer, dans les champs, dans les usines, dans les blanchisseries, dans les maisons des autres. Ce travail ne leur offrait qu'une maigre compensation financière, interférait souvent avec l'éducation de leurs enfants et les empêchait de remplir efficacement leur rôle de parents. Historiquement, les femmes noires ont identifié leur travail au sein de la famille comme un labeur humanisant, une tâche qui leur permettait d'affirmer leur identité en tant que femmes, en tant qu'êtres humains exprimant de l'amour et de l'attention, alors que l'idéologie suprémaciste blanche prétendait que c'étaient là les signes précis d'humanité dont les personnes noires étaient incapables. Par opposition au travail effectué dans l'environnement bienveillant du foyer, c'était plus souvent le travail en dehors de la maison qui était vu comme stressant, dégradant et déshumanisant. Bell Hooks reproche aux féministes bourgeoises de s'être contentées de lutter pour l'acquisition de leur droit individuel à travailler comme les hommes et de se faire exploiter par le capitalisme comme les hommes, plutôt que d'avoir tenté d'améliorer la condition matérielle de toutes les femmes, en essayant de sortir toutes les femmes de la pauvreté. Elle leur reproche d'avoir fait croire aux femmes que leur succès et réussite individuelle par l'enrichissement économique pouvaient faire améliorer le sort de toutes les femmes, alors qu'en fait, leur réussite n'a que très peu d'impact sur le statut social de toutes les femmes et qu'elle ne supprime pas la gravité de l'oppression sexiste. Au fond, le capitalisme n'est jamais l'allié de toutes les femmes et du féminisme. Et au mieux, il ne profite qu'à quelques-unes, les plus éduquées et les plus aisées. Bell Hooks trouve hypocrite les femmes blanches qui se targuent de libération des femmes tout en utilisant des femmes noires pour faire leur travail domestique. Pour elle, on ne peut pas se dire féministe et embaucher une femme de ménage. Personnellement, je suis assez d'accord avec elle et je serais très mal à l'aise à l'idée d'embaucher quelqu'un pour nettoyer mes dégâts domestiques. Déjà, je n'accepte pas les livraisons à domicile type Uber Eats qui me semblent de la grosse exploitation, justifiée par une grosse flemme personnelle. Mais je sais que mon avis ne fait pas consensus sur la question, donc racontez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et dites-nous aussi si vous connaissez déjà Bell Hooks ou si vous avez envie d'en savoir plus. Pour moi, elle a écrit le meilleur livre féministe que j'ai jamais lu, mais elle est moins connue en France qu'aux États-Unis, et si ça vous intéresse, on fera une vidéo spécialement sur elle. On voit en tout cas que la perspective qu'on a du travail domestique dépend des représentations sociales de la femme selon les classes sociales et les milieux ethniques, et des représentations du marché du travail, soit qu'on le voit comme la condition d'une indépendance et d'un épanouissement des femmes, soit qu'on le critique au contraire comme espace de contrainte et de souffrance à fuir.
Mais toutes ces représentations sociales ne tombent pas du ciel. On va voir dans le prochain épisode qu'elles sont aussi modelées socialement pour faire agir les femmes d'une certaine façon, d'après des intérêts économiques et politiques. En attendant, abonnez-vous avec la cloche pour recevoir les notifications de cette série et donnez-nous votre avis en commentaire. Avez-vous l'impression que les tâches domestiques sont un travail? Pourriez-vous y trouver du plaisir? Et ne serait-ce pas la pire des aliénations? Comment répartissez-vous ce travail en couple ou en coloc? Comment font vos parents? Racontez-nous tout ça en commentaire, on prendra plaisir à vous lire et à vous répondre. Ciao!